La plupart des gens oublient que la vente, ce n'est pas que du B2B ou du B2C, mais bien du H2H pour Human to Human. D'ailleurs, c'est pourquoi on s'appelle H2H Academy. Il y a des compétences importantes à développer au volet humain, puis je dirais que c'est les compétences les plus primordiales à développer en vente parce que si tu n'as pas cet aspect-là, cette touche-là qui est plus humaine dans la transaction, eh bien malheureusement, tu vas passer à côté de beaucoup de transactions, beaucoup de deals, beaucoup de ventes, beaucoup de revenus, que ce soit dans ta business ou en tant que vendeur. Je te laisse écouter, c'est quoi les 5 compétences les plus importantes à développer en tant que vendeur. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. On va bien évidemment parler de vente. On a une petite formation aujourd'hui, ce matin. Je dis formation. On va venir parler de compétences en vente, des compétences plus interpersonnelles, communicationnelles, qui sont importantes dans la relation humaine dans la vente. Puis, PL, moi, j'en ai une couple là, de mon côté que j'ai en tête. Je veux entendre les tiennes. Je veux parler des miennes aussi. Fait qu'on va partager ça. Puis, j'aimerais ça qu'on rentre dans comment ça a été utile pour nous, justement, dans certains cas, dans certaines ventes. Dans quel contexte on voit ces compétences-là faire une différence. Puis, ça n'a pas besoin nécessairement d'être juste avec les clients comme on the spot quand on vend, mais peut-être alentour aussi, là, que ça peut influencer à différents niveaux. Le pourquoi on voulait parler de ça ce matin, c'est qu'on a parlé, je pense, beaucoup de savoir-faire dans les derniers podcasts, si je me trompe pas. Fait que plus dans les technicalités, quoi faire, la méthode. Puis je reviens toujours à ça, à comparer la vente à une recette en cuisine. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure recette du monde, savoir quels ingrédients mettre dans ta recette, mais si tu es un cuisinier de marde, ça se peut que ça goûte la marde, puis que tu brûles tout, puis que la maison pogne en feu. It's quite possible. Donc, les deux volets en vente sont hyper importants. Autant le volet savoir-être, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, plus les compétences interpersonnelles, que le savoir-faire qui sont les techniques, les méthodes, les tactiques qu'on va utiliser pour bien vendre, évidemment, toujours de façon consciente, de façon à aider le client. Fait que, sans plus attendre, PL, toi, c'est quoi selon toi, la compétence numéro 1, peut-être que t'es comme ça, asti, c'est grâce à ça, asti, je vends bien, mettons que je suis bon, que... I don't know. Parce que là, on est très dans les compétences qui ont attrait au H2H, selon notre définition. Je commencerais, selon moi, par la première et non la moindre, c'est l'authenticité. Pour moi, là, tu sais, tout le monde est très surpris quand on prend un verre ou fait un 5 à 7, tu sais, puis ils sont comme, aïe aïe, t'es la même personne que derrière la caméra. Puis je suis comme, ceci est une question étrange parce que oui, je suis la même personne, tu sais. Je vais au bureau, on est allé au bureau des comptables, des fiscalistes, à chaque année, il me fait le même call, là, tu sais. J'arrive en gogoune, pas en short, puis il est comme, ça se peut pas, Murray, est-ce que t'es encore habillé de même, tu sais. Fait que, ultimement, la réalité, c'est ça pour moi, je pense que une des compétences H2H, c'est d'être en contact avec la vraie personne que tu es. Ouais. C'est ce que tu démontres au client. Partout dans la relation client, c'est ça, être authentique. Puis on en voit vraiment beaucoup, là, les fucking gourous TikTok qui montrent une personnalité qui sont pas vraiment. Puis quand tu grattes un peu, ça pue, puis c'est pas des belles personnes. Tu sais, je veux dire, pour moi, là, ça, c'est vraiment important. L'authenticité, c'est probablement la compétence human to human la plus importante puis la plus fondamentale à mettre de l'avant. Puis si en ce moment tu joues un double discours dans ta tête, je veux faire ce personnage-là sur Internet, je veux que ça ait l'air à ça, ça va te rattraper tôt ou tard et tout ton crowd, tout ton auditoire va le savoir que at some point c'est pas toi. Puis, là où est-ce qu'on le voyait souvent, là, je sais pas si tu te souviens, moi j'aime bien nos parties annuelles. On a certains gens qu'on a réalisé que quand ils prennent 5-6 coupes de vin, 5-6 coupes de vin ou de champagne, on découvre des nouvelles facettes de cette personnalité-là. Puis notre dernier party de Noël, il y en a un en particulier que tout le monde a fait comme... C'est pas la personne qu'on pensait que c'était, puis ça a vraiment... C'était très cringe, puis ça a joué contre lui, tu sais. Fait qu'essentiellement, moi, on peut brosser ensemble, vous le dire, massacrer autant, ça va être similaire, on va rire, on va avoir du fun. L'authenticité, c'est important dans la relation H2H. Fait que pour moi, ça, c'est le premier point. Puis le client, là, il sent quand c'est pas fake, là.
Puis à l'inverse, il le sent titi quand c'est fake. Ou du moins, à partir du moment où est-ce qu'il le sent, il essaie break puis il avance plus dans la relation. Ça me fait penser beaucoup à... Ben justement, moi, l'effet que je vois de ça, c'est que les gens se dénaturent. Donc, ils essayent de bien faire, puis je pense que c'est pas toujours mal intentionné, parce que moi, le premier, quand je te regardais faire ou que je regardais les gens que je suivais, que je voyais comment ils vendaient pour me former puis pour apprendre, ben des fois, on dirait que j'avais la tendance de copycat. Tu sais, de dire, OK, je vais faire comme Murray, esti, je vais aller comme lui, je vais faire ça, ça marche, je vais faire la même affaire. Puis ça, on le remarque, tu sais, même à l'interne, on le voit par la force de la nature, quand tu te formes en vente, là, t'es comme, ah, mais là, je suis pas capable de faire ça, moi, je suis pas capable de faire comme toi. Puis on l'a vu même auprès d'étudiants, une étudiante en particulier, tu vas t'en souvenir, qui trouvait ça très difficile quand elle nous voyait comme être un peu plus punchy, agressif, avoir de la confiance. C'est comme, mais là, moi, je serais jamais capable de faire ça. Genre, c'est impossible, je réussisse en vente. 1 minute. Toi, t'as ta personnalité, ta façon de faire, tu vas trouver tes aises, parce que je rappelle, il y a la technique qu'il faut que t'adresses, mais toi, en tant qu'humain, t'es pas obligé d'être hyper rigide, hyper directif. Tu vas trouver ta personnalité dans laquelle tu vas te retrouver, puis tu vas être capable justement d'être authentique. Parce que justement, d'avis avec toi, les gens, justement, c'est là qu'on voit l'erreur. Ils essayent des fois, genre, de rentrer, puis ça, c'est la faute de la formation, là, un peu indirectement. Là. On dit, ah, ben là, j'ai vu ça en formation, j'essaie de faire exactement ça. Ouais, mais c'est pas toi. Ajuste-le à ta façon, mets-le à ta sauce, fais-la ta recette avec tes ingrédients dans ta recette. Le savoir-être, c'est ça, c'est de mettre sa touche à nous dans la recette. Ouais, puis l'explication théorique ici, c'est que nous, on enseigne le processus de vente. Donc, c'est quoi les étapes qui vont venir apporter, qui vont arriver à augmenter ton taux de close, puis qui vont amener le client à venir prendre ton service ou acheter ton produit. Mais au final, il y a une personnalisation du processus de vente. T'sais. Comment tu vas être capable de personnifier ça à ta personne, puis comment tu vas justement déployer ton authenticité dans le contact client. C'est ce qui va apporter que ça n'aura pas de l'air d'un processus de vente, au contraire. Ouais. Parce que les gens qui checkent mes processus de vente, mettons, en replay, ils sont comme « Ah, si on dirait que tu vends même pas. » Mais c'est vrai. C'est exactement ça. T'es pas en train de vendre. Tu sais, ça me ferait beaucoup ça parce que les gens qui jugent un peu la vente, là, je vais dire les haters de la vente en général, monsieur, madame, tout le monde qui pointe les vendeurs du doigt, ils vont dire « Toi, tu me vendrais jamais rien. » Tu sais, quand on parle d'une publicité ou qu'on explique un concept ou qu'ils te voient, même toi, en conférence, là, dans les vidéos, sont « Toi, tu me vendrais jamais rien. » Tu serais assis pendant 1 heure à la table, ça s'en rendrait pas compte que tu ferais « Ah ben oui, Pierre-Luc, ok, ça fait du sens. » La barouette. Fait que, comme il y a un écart entre ce que les gens voient de la vente, mais finalement, quand t'arrives pis t'es là, comment tu fais sentir le client par ton authenticité. Puis ça, c'est un point que j'avais. Pour moi, cette compétence-là, ça rejoint un peu l'authenticité que tu dis, mais c'est la capacité de faire sentir bien les gens alentour de toi dans la vente. Ça, pour moi, c'est tellement quelque chose d'important. Parce que moi, je le ressens. Tu sais, il y a toujours quelqu'un que des fois que tu t'en vas, c'est peut-être un peu awkward, tu connais pas genre un cercle d'amis que tu vas voir ou de la famille, puis t'as une personne que, tu sais, elle te fait sentir bien. Hey, ça va-tu? T'as-tu besoin de quelque chose? Elle va te jaser, elle va te faire sentir à l'aise. C'est comme, crissement nice, cette personne-là. Puis ça, ben, t'as pas le choix d'être authentique, définitivement, pour faire ça, mais pour moi, c'est une touche vraiment importante dans le human-to-human, la capacité de mettre les gens confortables alentour de toi. Puis c'est pas de répondre à tous les besoins du client puis de dire « Oui, monsieur le client, oui, oui, oui. » Pas ça, pas en tout que je veux dire. Là. Capacité de mettre la personne à l'aise avec toi. Ça, exactement, puis pour faire du rebond là-dessus, mon conseil plus spécifique, théorique, entendez-vous les coups de marteau, là? Je rêve-tu ou... Ah, je l'entends un peu, mais on le sait que t'as des travaux chez... non, mais je vais changer mon mic, ça me mais il est pas fort, un PL, by the way, là. Il est genre en arrière. Okay, même avec mon annulation de bruit, j'entends tac, 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 et je me dis comme sûrement qu'il l'entend. Ok, je reviens. D'abord, hey, arrêtez de cogner! Je suis en live! Pas sûr qu'ils vont arrêter. Ok, excusez-moi, donc on coupera ça au montage ou pas, ça sera drôle. Donc, ce que moi j'aime expliquer aux gens, parce que ce que tu viens de dire, souvent les gens sont comme, oui, mais comment on fait ça? Fait que je suis comme, fais passer un bon moment au client. Aie du plaisir
puis arrange-toi pour que le client ait du plaisir pour vrai. OK? Puis ça, c'est super complexe, tu sais, parce que c'est pas donné à tout le monde de créer des relations rapidement, simplement, puis d'arriver à développer cette fluidité-là dans le contact, mais c'est un des plus gros éléments dans la relation avec le client quand tu es capable d'avoir du plaisir, de rire à gorge déployée avec un client, là, vraiment, là, sincèrement, puis de façon authentique. Sérieux, le deal est dans la poche, c'est sûr et certain. Là, tu sais, là. Ah, à moins que le client soit pas qualifié puis t'aies pas le bon produit puis tu règles pas son besoin, là, mais considérant que les éléments sont là, je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est ça que les gens cherchent en achetant. C'est... Tu sais, on dit toujours cette phrase-là, c'est assez cheesy, mais comme c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Puis c'est la même chose dans la vente. Tu vas l'acheter ton bateau, tu vas l'acheter ta maison, tu vas l'acheter ton projet de rénovation. Mais avec qui tu vas l'acheter, comment ça va se passer, ça compte. Parce que oui, ton résultat à la fin, c'est important, tu as besoin de l'avoir. Mais c'est ça qui va définir si tu prends le chemin de gauche, le chemin du milieu ou le chemin de la droite. T'sais. Fait que ce volet-là, pour moi, est important. Puis j'ai trouvé ça difficile quand même au début de le faire. Puis je pense que ça vient un peu avec ce que tu disais. J'étais pas capable d'être 100% authentique non plus parce qu'on dirait que j'essayais comme de prouver au client que j'étais bon, qu'il devait me faire confiance, qu'il devait absolument me choisir, comme j'étais comme en mode le convaincre, puis ça me dénaturait. Genre, au lieu juste de poser des questions, d'être en mode discussion. Fait que je suis 100% d'avis avec toi là-dessus. Fait que on a comme 1 puis 2 points là-dedans. Ouais, je suis curieux. J'ai une question pour toi. Vas-y. Tu penses quoi du charisme? Est-ce que c'est une... Ben, je pense que le charisme est à la base un skills ou une aptitude innée qui provient du profil de personnalité. Je crois que c'est fondamental puis ça l'aide beaucoup en vente, mais je crois pas que c'est une compétence H2H qui peut vraiment se développer. Tu sais. Parce que si tu as un profil introverti, ça va être ça peut se changer, mais ça va être extrêmement compliqué. Tu sais. Ouais. Je pense que tu peux venir raffiner d'autres points. Mais le charisme, c'est un trait, je pense, qui est plus proche de la personnalité. Là, tu sais. Mais moi, il y a une chose que j'ai l'impression qui vient avec le charisme souvent. Puis ça me fait penser à la catégorie des vendeurs de frigidaires, là, tu sais, aux Esquimaux, puis etc. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est les gens comme ça qu'on catégorise de vendeurs peu. C'est des gens hyper charismatiques, qui ont la facilité à jaser avec tout le monde. Mais il y a un trait qui vient souvent avec cette personnalité-là, c'est que l'écoute est assez faible, normalement. Oui, on genre, on parle, mais après ça, quand la conversation devient bidirectionnelle, on dirait que c'est pas les gens qui ont la meilleure écoute. Fait que moi, le charisme, je trouve que c'est un plus à condition que tu sois capable de vraiment développer ta capacité d'écoute puis d'être posé. Parce que un point, justement, moi, qui vient à mon point, mais c'est la capacité d'attention. Les gens qui sont attentifs aux détails, que ce soit des petits détails que les gens vont dire, comment ils vont se sentir, analyser les non-dits, voir un froid, être attentif aux détails. Puis aujourd'hui, en 2025, c'est difficile d'être attentif aux détails. Je te parle, tu checkes d'autres choses en même temps en plus. Fait que c'est dur d'être attentif. Ça te dérange vraiment, hein? Ouais, ça me dérange pas quand tu m'écoutes, mais des fois, je te vois, t'es là. Calé. Mais tu vois, j'écoute. Non, je sais que tu m'écoutes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui en vente sont pas capables d'écouter le client. Ils attendent juste la prochaine période où est-ce qu'ils vont parler. Genre, pis pendant ce temps-là, ils sont comme OK, good. Puis je le vois souvent là, en écoutant des appels puis en regardant. Là, ils sont sur deux affaires en même temps. Ben, ou juste qu'ils pensent à qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis ils sont pas en train d'écouter. Dans l'amitié, il n'y a rien de plus gossant que ça. T'es allé prendre une bière avec quelqu'un qui attend juste à ce que t'aies fini ta phrase pour dire ben moi, ma réalité X, Y, Z, c'est lourd. Mais je suis d'accord avec toi. Si on wrap up le charisme, ce que je disais, c'est que c'est difficile à développer. Toi, ce que tu dis, c'est que ça prend davantage d'écoute. Puis la personne qui est introvertie, pour moi, va avoir plus d'avantages que l'extroverti avec un gros charisme. Parce que l'introverti va pouvoir compenser par une écoute plus stratégique. Comprendre à quel moment cette information-là peut me permettre peut-être de bander différemment avec le client que celui qui est le stéréotype grande gueule qui rentre dans le tas puis qui prend de la place puis que...
par sa capacité communicationnelle et charismatique, va être capable de gagner des ventes. Fait qu'il y a 2 axes, tu sais. Mais l'écoute, mettons, bien spécifique, m'amène à mon point suivant, qui est, est-ce que tu es capable de faire la différence entre la sympathie puis l'empathie? C'est bon, ça. Puis ça, pour moi, c'est franchement important. Parce que la sympathie, c'est pas normal. Tu peux vivre des émotions, puis tu dois comprendre les émotions. Tu sais, il y a un registre d'émotions, là. Puis c'est important de les comprendre. Mais il y a une différence entre l'empathie et la sympathie. À ce propos-là, je peux-tu essayer de te squeeze? C'est quoi la différence? Selon toi, c'est quoi la différence entre l'empathie et la sympathie? L'empathie, c'est la capacité de comprendre les émotions de quelqu'un sans nécessairement les vivre, puis être comme « Ah ouais, tabarouette! » Puis ça, le trigger qu'on voit en vente souvent, c'est que les gens vont aller trop loin ou vont s'emporter directement là-dedans plutôt qu'être en mode écoute puis poser des questions supplémentaires, à aller trouver, là, pas nécessairement, là, ça peut être des trucs personnels aussi, mais aller trouver le bobo puis aller trouver qu'est-ce qui est sous-jacent à cette réalité-là que le client. C'est correct que de temps en temps, une émotion d'un client te submerge puis que tu la vives avec lui, mais ce n'est pas supposé d'être une pratique commune. T'sais, je veux dire, on peut l'accueillir sans se mettre à brailler avec. T'sais, j'ai déjà vu ça des fois, puis j'étais comme, faut que tu changes ça. Sincèrement, ton approche est trop sympathique, puis ça fait en sorte que là, t'as perdu le contrôle de la vente parce que vous êtes tellement dans l'émotion qu'on l'a échappé. Là. Puis j'ai vu ça souvent là, en passant. Alors pour moi, c'est une capacité très H2H de faire la différence entre ces deux choses-là. Puis on le voit souvent, là, mettons, dans le soin infirmier, ils doivent être empathiques, là, parce que, mettons, là, des soins, disons, là, soins palliatifs ou soins en fin de vie, OK, là, ciboire, tu peux pas être sympathique, là, tu vas y laisser ta peau, tu vas finir à l'hôpital psychiatrique, puis ça marchera pas, là. Je veux dire, tu peux pas constamment être dans l'émotion, pleurer pour tous les gens qui vont quitter, là, tu sais. C'est un exemple peut-être extrême, mais en vente, on va rencontrer toutes sortes de choses, là, je veux dire, mais dans toutes sortes de choses. Il y a plusieurs métiers, tous les métiers qui sont un peu plus, je vais dire, en proximité avec les soins, avec l'école, tu sais, ma blonde même, avec des enfants, tu sais, ils arrivent, ils n'ont pas mangé le matin, moi, c'est dur de faire la différence empathique, tu viens manger les émotions. Ils ont des bleus ses bras, tu sais, là, je veux dire, ouais, tu sais, malheureusement, ça arrive dans notre société. Mais tu sais, il y a une différence entre la sympathie et l'empathie. Puis en vente, quand tu creuses la relation, si t'es trop sympathique, tu perds le contrôle. Tu seras pas capable de suivre ta track. Mais le pire en vente, c'est quoi l'opposé justement de sympathique à empathique, là, extrême de l'autre bord? C'est tu sais, que quand t'es... voyons, que tu calisses des émotions de ton client un peu, là, puis excuse-moi, autiste. non, c'est pas autiste, je pense que c'est apathique. Apathique, ouais, c'est le bon mot. Apathique. Mais ouais, il y a des gens qui sont très apathiques aussi, puis que ils sont là vraiment pour vendre, puis ça, c'est un trigger vraiment important, puis c'est là qu'on ramène, je pense, souvent les clients à leur mission. De dire, écoute, si t'es là juste pour faire du cash, puis ta mission, c'est purement monétaire, et que tu te calisses de la réalité du client qui est en avant de toi, ça marchera pas, parce que tu seras pas capable de bâtir la relation, tu seras pas capable d'écouter puis de creuser. Là. C'est assez rare qu'on rentre quelqu'un chez H2H qui est apathique, parce que ça flague souvent une personnalité antisociale. Puis les personnalités antisociales, tu veux pas tant les aider, parce que le fondement, leur motivation profonde n'est pas nécessairement positive. Fait que, bref, c'est très utile de comprendre les compétences H2H, parce qu'on est capable de dresser des profils psychologiques très intéressants. Donc voilà, puis le dernier, qui est plus simple, c'est la compréhension. Ben, selon moi, il est plus simple parce qu'il est obvious. Tout ce qu'on a parlé là en ce moment, c'est plutôt intangible, mais le non-verbal, c'est très tangible. Tu le vois, là. C'est juste que tu dois avoir une préoccupation, pas un souci de l'analyse du détail, mais les gens te communiquent une tonne de choses dans leur non-verbal, que ce soit les sourcils, le positionnement des bras, comment ils vont se positionner, ils ont-tu les bras croisés, quand tu dis le péri, ils ont-tu un sourcillement, ils démontrent-tu un malaise. Donc, cela, c'est une compétence, selon moi, qui est human to human, de comprendre
qu'est-ce que le comportement verbal doit te communiquer, qu'est-ce que tu dois faire quand ça arrive, comment tu peux adresser le malaise. Ça, pour moi, ce serait la cinquième compétence à développer là, pour avoir vraiment un skills H2H. Hein. Le adresser le malaise, je pense que c'est comme le saint graal de la compréhension, parce que il y a des gens qui le voient puis qui l'évitent aussi, qui font beaucoup d'évitement sur je sens qu'il y a un certain malaise puis j'en parle pas puis je passe à côté tout droit, puis souvent ça leur saute d'en face plus loin. Là. On le dit souvent que c'est important d'adresser tout ça avant que ça arrive comme un pilier d'objection qui te rentre d'en face à la fin, parce qu'évidemment tu closeras pas de vente de cette façon-là, mais la capacité de faire ça, moi j'aime bien ton point, puis j'ajouterais comme... Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai travaillé beaucoup au début, là, que je trouve encore difficile avec des fois employés, conjointes, amis, famille, etc. Mais c'est de l'adresser puis de confronter ces choses-là. C'est comme... C'est pas facile. En vente, je trouve ça plus facile parce que c'est rendu comme... C'est ma job. Tu sais, faut que je le fasse, faut que j'aille comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Mais des fois, ça nous amène dans des émotions moins faciles à aller travailler. Fait que, non, mais c'est parce que avec ton conjoint ou ta conjointe, là, adresser le malaise, si ça commence, bon, j'ai-tu encore dit quelque chose qui faisait pas de sens? C'est peut-être pas la bonne façon de l'adresser. Non. Je suis d'accord avec toi, mais en vente, c'est plus du comme... J'ai étudié quelque chose qui faisait pas. Tu sais, en ce moment, je sens comme une petite fermeture. Est-ce qu'on peut élaborer là-dessus? Puis la majorité des gens que je côtoie, que je forme en vente, n'ont pas cette capacité-là. Puis si tu l'adresses pas, ce malaise-là, puis tu jumps pas dedans direct, ça va finir par « on va penser à ça, merci Nicolas, t'es bien gentil », puis ils vont continuer leur chemin. Parce que... Puis en plus, la majorité des clients... ont même pas la capacité à comprendre qu'eux-mêmes avaient un malaise, là, parce que ça nous faisait rire, parce que nous, avec notre fille qui a 3 ans, on lui enseigne les émotions, on lui explique c'est quoi la colère, la tristesse, l'amertume, la gêne. Ça fait déjà un certain moment que je lui explique c'est quoi ça, puis que c'est correct de les vivre, comment on les extériorise, etc. Puis il y a des adultes qui ont 30 ans, qui n'ont aucune idée c'est quoi là, une émotion, là. Puis je fais partie de ceux-là, à 20 ans, la seule émotion que je vivais, c'était la colère. That's it, il n'y en avait pas d'autre. T'as tout le temps à crise. Les hommes, c'est plus difficile d'identifier nos émotions, je pense, que les femmes. Tout à fait, mais en vente, c'est sûr que c'est plus tough parce que nos parents, on devait être, tu sais, genre, ben, fais pas ça. Veux-tu qu'on appelle, si tu pleurais, ma mère, elle disait, veux-tu qu'on appelle l'ambulance? Tu sais, c'était tout le temps ça. C'était grow some balls, let's go, là. Aujourd'hui, on est bien plus doux dans l'approche éducative auprès des enfants. Fait que j'ai comme l'impression que la génération de demain va avoir un lien plus proche ou plus facilité avec les émotions, mais nos clients, puis les clients qu'on prospecte, n'ont pas nécessairement cette sensibilité-là au niveau émotionnel. C'est sûr que les femmes sont plus proches que ça. Je pense que culturellement parlant, les hommes, on s'est fait genre shrinker nos émotions, puis c'était pas correct nécessairement. Ça dépend des familles, ça dépend des types d'éducation, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais on tend vers une ouverture à ce niveau-là. Ceci étant dit, si toi, en ce moment, ton registre d'émotions, c'est la colère, tu sais, puis la colère, c'est genre... T'es en crise ou t'es en hostie. C'est de la colère, les deux. OK? Fait que, ultimement, est-ce que t'es capable de démystifier ça, d'aller creuser davantage ça, puis ça va te permettre de mieux connecter avec le client. Et là, ça, c'est tout qu'un skills H2H. C'est des années de thérapie par ici. Ça aura pris énormément de temps, mais aujourd'hui, cette auto-évaluation sur les émotions est très, très utile. Là, non, mais encore une fois, tu sais, ce que je récapitule de cette petite formation-là ou de ce podcast-là, c'est le fait que c'est un never-ending process. Il faut toujours continuer à travailler sur ça parce que autant qu'on en reparle tout le temps, je suis comme hey, ça c'est vrai, c'est bon. Des fois je suis meilleur, des fois je suis moins bon là-dedans. Dépend de mon mood, dépend de où est-ce qu'on est. Fait que c'est toujours des skills qu'il faut rester à l'affût puis garder aiguisé d'une certaine façon, puis pas juste dans la vente, mais dans notre quotidien, parce que c'est là la réalité, là, c'est pas juste quand t'es en vente peut-être 10 heures dans ta semaine sur 168 heures, tu sais. Fait que le reste du temps, faut que ces skills-là ils soient mis aussi à l'épreuve pour que tu restes un peu plus aiguisé. Fait que je pense que ça termine bien le podcast parce que dans le fond, là, ce que tu viens de dire, là, en un mot, là, c'est l'auto-évaluation ou la capacité introspective à te remettre en question constamment. Puis ça, pour moi, c'est comme un 5+1 parce que si t'as pas le +1, là, tout le reste, il tient à rien. Si t'es pas capable d'être dans un processus d'amélioration continue par l'introspection,
Tu peux pas devenir une meilleure version de toi-même. Tu peux pas performer davantage en vente. Tu peux pas te challenger parce que tu crois que tu as atteint un niveau de performance qui est acceptable. Et donc là t'es dans l'erreur et t'es bloqué. T'sais. Je réitère sur ce que je disais initialement. Le savoir-être, le savoir-faire. Le savoir-être, ce n'est pas une technique. C'est pas quelque chose que tu vas dire, OK, je suis bon, je sais comment se faire ça, je sais comment soulever le malaise, Non. C'est comment tu te sens par rapport à ça. Est-ce que t'es meilleur qu'hier, moins bon que demain, puis ainsi de suite? Est-ce que tu te sens plus confortable à faire justement challenger une personne, à être capable justement d'être plus authentique dans ta vente? Puis c'est au day-to-day que ça, tu vas évoluer là-dessus grâce à l'auto-évaluation. C'est pas genre, j'ai acquis ça! Non, le processus de vente, tu peux dire ça. Je sais quoi faire, quelles sont mes étapes pour y aller. C'est acquis. Oui, tu peux l'apprendre par cœur, mais c'est pas la même façon, là. C'est comme si tu n'apprendras pas à jouer au tennis en une journée parce que tu as checké une vidéo de tennis, là. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est un lifetime process, puis c'est important que vous le compreniez. Puis si vous n'avez pas amorcé la démarche, ben si ça peut vous motiver à la commencer aujourd'hui, parce que la quête de devenir une meilleure personne puis un meilleur vendeur, c'est une job d'une vie, malheureusement, au niveau du savoir-être. Fait que, tu sais, il faut juste être ouvert à ça. Puis c'est drôle. Je finis avec une mini-histoire, parce que c'est drôle. Parce que, comme ma femme est psychologue, puis j'ai des souvenirs d'il y a 5 ans où est-ce que, tu sais, elle me disait, tu sais, ça, c'est un peu gossant. Faudrait qu'on le travaille, ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, non, mais hostie, on va-tu, genre, pogner une étape où est-ce qu'on va être satisfait puis qu'on va rouler là-dessus, tu sais. Puis là, ça va faire... on est en ligne vers notre 13e année ensemble. Puis, j'ai dit récemment, j'ai dit, non, mais à quel point j'étais cave, tu sais, de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on travaille encore des nouvelles choses qu'on challenge. Puis là, c'est rendu des skills parentales, c'est le lien avec notre fille, c'est le lien avec la famille, c'est comment on voit la vie. On est constamment en train de se challenger à devenir des meilleurs parents. Tu sais, c'est une nouvelle affaire qui n'existait pas avant dans notre réalité. Fait que, tu sais, quand je dis... On dit que j'étais cave et ignorant à ce moment-là parce que, dans le fond, c'est un lifetime process. Puis, dans 10 ans, nos enfants vont peut-être être à l'école secondaire. Puis ça va être un autre challenge. Ça va être complètement différent. Fait qu'on va continuer à se questionner. Fait que d'embrasser le changement, de s'ouvrir à ça, ça l'amène à développer des compétences H2H. Puis, le noyau de ça, c'est la capacité introspective de l'individu. 100%. Puis pour les gens qui ne savent pas H2H, ça veut dire quoi? Si vous êtes là pour la première fois, ça veut dire human to human. Donc, ce sont les compétences interpersonnelles avec les autres. Merci, PL. Je pense qu'on a super bien rappé le tout. Puis j'espère que les gens vont pouvoir s'auto-évaluer, surtout, puis analyser où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils aimeraient aller, comment ils peuvent changer, peut-être pour faciliter leur réalité. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 34e épisode de la saison 2. Si tu aimes ce genre de contenu, si tu vois de la valeur, n'hésite pas à nous écrire, partager, commenter, fais tout ce que tu veux. Encore une fois, merci d'être là à tous les semaines. On continue de faire du contenu pertinent pour vous. On se revoit dans un prochain épisode.